le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité dans ce 10h midi avec aujourd'hui Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio tous les lundis, mardis et mercredis à 7h25 dans le grand matin Sud Radio. Bonjour Éric. Bonjour, un expert. Un expert, Je suis absolument, un expert, Valérie. Absolument. Magnifique. Andrea non Cotarac, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Bonjour à vous. Bonjour. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV. Bonjour. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour également. Les agriculteurs en colère contre le Mercosur, mais pas que. Emmanuel Macron promet que la France tiendra bon face à l'accord. Enfin oui, il va tenir bon mais tout seul. Marine Le Pen et la peine de mort politique, c'est ce qu'elle a déclaré aux 20h de TF1 vendredi soir. Les tickets restaurants, des sénateurs qui veulent augmenter la TVA, bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer avec vous Nicolas Corato, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour une jeune artiste, peintre et chanteuse iranienne qui est exilée et réfugiée en France depuis plusieurs années et qui a une particularité, c'est que elle peint mais elle chante aussi, ce qui est déjà une gageure dans cette vis-à-vis de la République islamique iranienne qui interdit aux femmes de chanter, on le sait aussi de danser, et de parler tout simplement. C'est une des grandes voix et des grandes figures du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a secoué l'Iran depuis quelques mois. Et cette jeune femme dont je ne veux pas écorcher le nom, donc je regarde une dernière fois son nom, qui s'appelle Oura Mirshekari. Ouais. Mirshekari a une particularité, c'est qu'elle vient d'une région complètement inconnue de l'Occident qui s'appelle le Sistan, qui est une région du sud-est de l'Iran. Une région pauvre, une région très très conservatrice religieusement, et donc son combat est d'autant plus difficile et important. Et Oura a une autre particularité, c'est qu'elle chante en sistan. Le sistan, c'est une langue qui ne se traduit, qui ne se transmet qu'oralement. Il n'y a pas d'écrit en sistan. On n'écrit pas le sistan, on le parle. Et cette langue, bien entendu, est très très concurrencée par le persan, qui est la langue officielle de la République islamique, et qui tend à s'imposer et à faire disparaître ces langues. Donc c'est un double combat. C'est le combat pour une communauté sistanaise qu'on ne connaît pas en Europe et le combat pour une femme qui fait vivre sa liberté, son droit et sa voix. Alors elle sera, je vous le dis, ses prochaines dates, parce que moi je fais la pub jusqu'au bout. Quasiment son attaché. Non, je ne suis pas son attaché de presse, mais j'adore cette femme. Allez écouter son hippie sur les plateformes de streaming. C'est quoi un hippie? Alors un hippie, c'est un extrait d'album. Voilà. D'accord, je suis vieille moi, donc je sais pas ce que c'est un hippie. Mais on a un petit extrait. C'était pas en 68 les hippies, non? C'est une chanson sur sa mère. Écoutons-la. C'est joli. Ouais. C'est joli. Pas tout, mais... Non mais c'est beau. Oui, c'est une chanson sur sa mère qui est restée en Iran et qui est morte là-bas. Elle n'a pas pu assister à ses obsèques parce qu'elle ne pouvait pas revenir dans son pays. Elle sera le vendredi 22 novembre à 19h à la mairie du 19e parce qu'il y a une soirée pour soutenir le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et puis elle sera également le 19 janvier 2025 au Théâtre du Volcan au Havre, scène nationale, pour chanter devant un parterre. Voilà, c'est Oura Mirshekari. Oura s'écrit H-U-R-A et son album s'appelle Oura, H-U-R-A. Voilà. Très bien. Donc Oura pour Oura. Ouais, moi j'ai vu sur les réseaux l'histoire de ce jeune Afghan qui est arrivé en France et qui a découvert le vin lors d'une dégustation clandestine. Il est tombé amoureux du vin et il est devenu vigneron. Il est arrivé en France en 2016 et il s'est installé en Alsace. Comme quoi il y a des jolies histoires aussi pour certains de ces réfugiés. Et puis un mot, puisqu'on en est au pays qui souffre, l'Afghanistan en particulier, je pense au Soudan où il y a un nombre de morts et un nombre de femmes qui sont violées, d'enfants qui sont tués et dont personne ne parle. Visiblement, les combats ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais pensons au Soudan, pensons à ces femmes qui sont cibles de viols comme arme de guerre, quel que soit leur âge, et certaines préfèrent se suicider. C'est une situation absolument catastrophique. Pensons à cette jeune iranienne dont on n'a plus aucune nouvelle, qui avait manifesté sa réprobation au régime des mollahs en se mettant en sous-vêtements,
qui a sans doute été intégré dans un hôpital psychiatrique, comme on dit pudiquement, drogué, et dont, à mon avis, on n'aura plus jamais de nouvelles. Quel courage a eu cette étudiante, quel courage. Absolument. On continue notre tour de table avec vous, Eric, coup de gueule. Oui, vous savez, je regardais, alors j'ai été alerté par les organisations patronales, mais j'ai vérifié, il y a dans une obscure formule technique qui est inscrite dans un communiqué du ministère des Finances, dont les énarques ont le secret, on apprend, vous voyez, et ça va toucher les PME et les TPE, donc ça va toucher un peu plus l'emploi en France. On apprend que dorénavant, on va voir ce que dira le budget, mais enfin c'est dans la copie du gouvernement, donc il n'y a aucune raison que ça soit retoqué, que dorénavant, les entreprises allaient toutes devoir prochainement, pour émettre des factures et recevoir des factures, payer une taxe à l'émission des factures et à la réception des factures. Alors là, il y a dans le moulin de Bercy, on connaît la date, je crois que c'est 2026 ou 2027, l'obligation de faire des factures électroniques quand vous avez une boîte petite ou moyenne. Et dorénavant, sans doute, on verra, mais c'est quand même dingue, on va créer une taxe sur l'émission des factures de ces PME ou de ces TPE et sur la réception également des factures. Donc si vous voulez, déjà c'est quand même, dingue, mais au moment où on voit qu'il y a des plans de chômage massifs, quand on sait que ce sont les PME et les TPE qui font en plus de l'emploi en France, je trouve ça révoltant. Alors, je vous le dis parce que... de combien, en proportionnel pour l'instant, moi, ça sera évidemment... Alors, j'espère que ça j'en sais rien, mais si c'est proportionnel à la facture, c'est... Là, si on veut détruire des milliers de PME ou de TPE, il faut continuer. Et puis, c'est la façon de faire, si vous voulez, qui est hallucinante. C'est la façon de faire. En loosé, quoi, voilà. Comme on dit. Donc, je crois que c'est un hiérarque de la CPME, de l'ex-CPME qui a découvert ça, et évidemment et j'ai vérifié, oui, c'est dans un communiqué, taxation des factures émises et reçues. Oui, c'est un bel exemple de ce que sait faire la France en termes de création et de production de normes. On sait produire des normes. On sait qu'effectivement, on va imposer à toutes les entreprises d'ici 2026-2027 la facturation électronique. Ce qui s'est fait sans aucun débat, alors que ça peut poser débat. Je veux dire, je ne sais pas si les entreprises et les TPE, PME ont de quoi s'équiper. L'État devait mettre en place une plateforme pour publique, donc gratuite. Oui. On imaginait tous gratuite. Oui. Comme le guichet unique des entreprises qui ne fonctionne pas, mais qui est gratuit aussi, mais qui est imposé aux entreprises et qui crée énormément de dysfonctionnements. Là, ça va être une plateforme privée. Et donc là, il va y avoir une plateforme publique, d'après je comprends, et des plateformes privées. Mais la plateforme publique, elle marchera pas, je vous rassure. Sera financée par une taxe qui sera prélevée, ou qui serait prélevée sur chacune des factures émises ou reçues par les entreprises. On voit que les Shadocks ont encore un bel avenir dans notre pays. On va marquer une pause et on continue nos débats dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à midi avec vous pour commenter l'actualité avec Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve les lundis, mardis et mercredis à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Les agriculteurs en colère contre le Mercosur. Marine Le Pen qui aux 20h de TF1 a évoqué une peine de mort politique face au réquisitoire du procureur. Ticket restaurant, la bataille entre les restaurateurs et la grande distribution, des sénateurs qui veulent augmenter la TVA à 22%. Bref, on a pas mal de sujets à traiter avec vous. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Andrea, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule pour cette fois-ci. Vous savez, ce week-end, j'étais dans ma région en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai vu en Haute-Savoie des gilets jaunes qui étaient de retour sur les ronds-points. J'étais samedi dans le département de l'Ain. J'ai vu des agriculteurs qui commençaient à se mobiliser et à préparer la révolte. Et finalement, j'ai voulu prendre ce matin avec vous un peu de recul. En 2018, on avait eu la crise des gilets jaunes, qui était une crise du pouvoir d'achat. Et c'est souvent à l'approche de Noël, à l'approche des cadeaux, à l'approche des fêtes, que les Français ressentent leur perte de pouvoir d'achat parce qu'ils ressentent leur renoncement. Renoncement alimentaire. J'ai vu qu'il y avait un Français sur deux qui renonçait à des produits alimentaires. Je ne vous parle pas de Porsche ou de Ferrari, parce qu'ils étaient très souvent trop chers pour eux. Renoncement aux vacances. Il y en avait 31% qui renonçaient à aller en vacances en 2010. Ils sont aujourd'hui 42%. Renoncement à se soigner. Un Français sur trois refuse à se soigner pour des raisons financières. Renoncement à se chauffer. On a un habitant sur deux dans le monde rural qui a coupé son chauffage et qui a eu froid pour des raisons financières. Et dans le même temps, on a un impôt
qui est excessif pour 64% des classes moyennes, et 71% d'entre eux disent qu'ils n'ont pas de contrepartie, qu'ils ne ressentent pas les contreparties à cet impôt qui leur apparaît excessif. Renoncement aussi sur les factures d'électricité. Je vous rappelle que les gilets jaunes, c'était de l'énergie, c'était du carburant, électricité. La facture d'électricité a explosé de 46% depuis la dernière crise des gilets jaunes. Donc on voit bien une impuissance des gouvernements. Ces gens-là, généralement, qui souffrent, ce sont des employés, des salariés, des ouvriers, des gens qui occupaient des emplois essentiels. Vous vous souvenez, pendant la crise du Covid, c'est-à-dire qui tenaient à bout de bras la vie de la nation. Donc, dernière trouvaille du gouvernement récemment, la semaine dernière, c'était de faire travailler ces gens-là 7 heures gratuites par an pour améliorer le budget. J'estime, moi, que le chaos, c'est le gouvernement. Le chaos budgétaire, ce sont le gouvernement. Le chaos aujourd'hui des blocages, je le dis à monsieur Retailleau, ce ne sont pas les agriculteurs, ce sont ceux qui nous gouvernent. Donc c'est véritablement le message que je souhaite passer ce matin. Ça fait 2 mois qu'ils sont là. Hein. Le chaos. Et les responsables, ce sont ceux qui nous gouvernent, ni plus ni moins, ce ne sont pas les travailleurs et les forces productives du pays. Stéphane nous dit, et parler des handicapés exclut de la prime de Noël, personne n'en parle. Oui, Virginie. Oui, non, je voulais simplement souligner, vous dites ceux qui nous gouvernent. Je rappelle que Michel Barnier est arrivé, je crois, le 5 septembre, donc je veux bien qu'il soit responsable de tout. Oui, mais il madame... a. Je termine, pardon, je termine juste ma phrase. Il a hérité d'une situation dont il n'est pas toujours totalement comptable, vous le savez très bien. Donc, je le sais très bien, et moi je n'ai pas du tout cet avis caricatural de dire M. Barnier est responsable de tout. Non, vous dites ceux qui nous gouvernent actuellement. Oui, en revanche, M. Barnier il gouverne avec les macronistes, qui eux ont gouverné pendant 7 ans. Et quand je vous parle des factures d'électricité, je vous parle aussi des chefs d'entreprise. Jamais sous Bruno Le Maire et sous M. Armand, qui du coup est de la même famille politique, jamais on a eu autant de défaillances d'entreprises. On a aujourd'hui dans notre pays, en raison des factures d'électricité, et donc en raison de l'impuissance du gouvernement à dire non aux règles stupides à l'échelle européenne, on a aujourd'hui 50 à 70 000 entreprises qui sont devant les tribunaux commerciaux. Donc ça veut dire que l'ORN va bientôt censurer le gouvernement Barnier, si vous êtes au bout de votre logique. Je pense que c'est M. Barnier qui se dirige lui-même vers la censure parce qu'il ne respecte absolument rien des lignes rouges que nous avions tracées. Bien sûr que c'est nous qui allons voter cette censure. On a aujourd'hui une situation inédite où on a oublié les élections législatives, les partis qui ont perdu cette élection, notamment M. Barnier, notamment M. Attal, les partis qui ont perdu cette élection gouvernent notre pays. C'est donc une situation inédite et M. Barnier n'a pas écouté nos recommandations. Il se dirige lui-même vers la censure. Ça veut dire que la censure ne pourra, soyons clairs, la censure ne pourra être adoptée que si le RN la vote. C'est le RN qui décide de la vie ou de la mort de ce gouvernement. Manifestement, il ne nous écoute pas, donc il se dirige lui-même vers la censure. Donc vous êtes en train de dire qu'il y aura une censure ? Il risque d'y avoir une censure. Nous attendons le texte budgétaire et ce qu'on appelle le projet de loi de finances du gouvernement Barnier. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus d'abord parce que je suis pas. Et derrière, vous votez ou pas la censure ? Je ne suis pas député d'une part, et deuxièmement, je n'ai pas le texte sous les yeux. En tout cas, j'ai entendu les amendements, j'ai vu le comportement de la majorité ou de ce bloc central, soi-disant pragmatique. Il n'était pas là pendant les débats budgétaires. Il n'était pas là. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont amendé le plus le budget, leur propre budget, et ce sont ceux qui n'ont même pas défendu leurs amendements. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce que souhaite ce gouvernement. On attend le projet de loi de finances de M. Barnier. Toujours est-il que la situation, elle, pour les agriculteurs et pour les travailleurs, est de plus en plus catastrophique. Donc, si vous êtes cohérent, vous voterez la censure, effectivement. Très rapidement. Sans dissolution possible avant juin. Ouais. Très rapidement, je note quand même qu'en ce moment, les Français, ils ont besoin de visibilité, de savoir un peu où on va ensemble. Et que personne ne voit quel est le chemin. Je m'inquiète quand même d'entendre un représentant du Rassemblement national, grâce à qui le gouvernement Barnier a pu être mis en place. C'est-à-dire que c'est avec votre accord tacite, plus ou moins tacite, que ce gouvernement s'est mis en place il y a 2 mois, dire aujourd'hui que ce gouvernement n'irait plus à la France. Donc, qu'est-ce qui a changé en 2 mois et quelle volte-face est la vôtre et celle de M. Barnier peut justifier que ce gouvernement qui correspondait à ce que voulait le pays il y a 2 mois ne correspond plus aujourd'hui. Et la deuxième chose sur l'inflation, vous avez raison de dire que en creux que l'inflation menace la démocratie. Moi, je pense que l'inflation, et l'élection de M. Trump aux États-Unis le prouve, l'inflation est un risque pour toutes les démocraties et a toujours mis en péril les démocraties. La question qu'on se pose, c'est,
vous dénoncez les effets de l'inflation, et vous avez raison de le faire, mais moi je ne vois rien dans le programme du Rassemblement national qui permettrait d'en sortir. Je vois même dans votre programme des risques et des menaces qui seraient beaucoup plus inflationnistes que ce que nous avons aujourd'hui comme politique. Notamment, par exemple, parce que vous fragilisez la construction européenne et la monnaie unique. Donc il y a un moment, si vous voulez, où je veux bien qu'on condamne tous l'inflation, et c'est facile de condamner l'inflation. Oui, la vie est de plus en plus chère. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les solutions que vous proposez pour effectivement contrer cette inflation? Et si ces solutions, ça passe par faire encore appel à la dépense publique, excusez-moi, mais il va y avoir un sujet. Eh ben écoutez, je vais vous répondre très rapidement. La première chose, les Français ont besoin de visibilité, vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit, écoutez, on va lancer et on va donner la chance à ce gouvernement pour diriger ce pays et faire face à la situation, en lui fixant des lignes rouges. L'immigration, en lui fixant des lignes rouges, le budget, et notamment la contribution française à l'Union européenne qui augmente de 8 milliards d'euros. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne, le seul pays fondateur de l'Union européenne à augmenter notre contribution. Les autres l'ont baissé, à commencer par l'Allemagne. Nous, on l'augmente. C'est-à-dire qu'on va chercher des économies sur le dos des Français et en même temps, on leur demande de travailler. Laissez-moi terminer maintenant. Parce qu'on a eu plus de croissance que l'Allemagne, c'est mathématique. C'est pas chaque pays qui décide de sa contribution. Je termine en leur demandant effectivement des efforts aux Français de travailler gratuitement, tout en augmentant le budget de l'Union européenne, tout en augmentant le budget sur l'immigration, puisque l'AME, ce qui nous explique l'AME n'a pas changé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Quelles sont les solutions du RN ? On a fixé des lignes rouges qu'il ne respecte pas. C'est lui qui va vers la censure. Deuxièmement, nous avons dit au gouvernement de revoir les règles européennes sur l'énergie, délier le prix du gaz de l'électricité, puisque nous avons une compétitivité énorme. Nous avons amorti le prix de l'énergie, nous avons amorti les institutions du nucléaire. Ce gouvernement ne fait rien. Donc le chaos, c'est eux, c'est pas le RN ni la censure. Quelle visibilité vous offrez à ce gouvernement si vous votez... Je termine, pardon, parce que vous ne laissez pas les... Mais c'est la même chose, j'ai répondu à l'instant, c'est pour ça. Virginie. Non, vous n'avez pas forcément répondu à une question que j'ai même pas fini de poser. Pardon de vous le dire. Quelle visibilité vous offrez à ce gouvernement si vous décidez de voter une censure, ce qui provoquera finalement sa démission, je rappelle qu'il n'y a pas de dissolution avant juin prochain. Qu'est-ce que ça sera sinon le chaos? C'est ça que vous voulez, le chaos politique? Bravo, absolument bravo pour pas. la visibilité. Le RN se tient à disposition du gouvernement. Le RN a proposé, nous sommes le seul, un contre-budget avec 15 milliards de dépenses en moins, notamment appliquer les propositions de M. Macron en 2019. Il avait proposé de supprimer des comités de Théodule. Bon, où sont ces promesses-là? Nulle part. Donc nous, on propose un contre-budget, on est responsable, on vote parfois les amendements de la gauche, on vote les amendements qui nous paraissent rationnels dans la limitation des dépenses publiques, dans la limitation des impôts et des taxes qui sont imposés aux Français, dans la limitation de la contribution française au budget de l'Union européenne. Nous donnons un cap, nous donnons une visibilité au gouvernement. Il n'écoute strictement rien. Le chaos, c'est lui. Oui, moi, quand je vous écoute, Monsieur Cotarac, je vais vous dire, il me semble, alors vous êtes le représentant du RN, mais il me semble que concernant l'éventuelle censure d'un gouvernement Barnier, vous avez franchi un palier. Alors la question que je me pose, que je vous pose pas forcément, mais ça peut être un débat, enfin, je vous pose aussi, c'est est-ce que la situation politique périlleuse dans laquelle se trouve depuis quelques jours Marine Le Pen après ses réquisitions n'est pas en train de changer votre agenda politique concernant la longévité du gouvernement Barnier? Non, je le répète. On pose la responsabilité d'une censure ou d'un chaos politique ou de je ne sais quoi au Rassemblement national. Pardon, le gouvernement Barnier est au pouvoir depuis plusieurs mois. Il n'a rien écouté. Je vous prends l'exemple de l'immigration. Ce qui n'était pas à l'ordre du jour, ne serait-ce que la semaine dernière. Excusez-moi, la semaine dernière, ce qu'on entendait dans les couloirs et autres, c'est que le Rassemblement national ne voterait pas la censure du gouvernement. Et là, j'entendais même Sébastien Chenu ce matin, c'était beaucoup plus... C'est ça. Mais vous exprimez une position officielle ou vous exprimez votre position? Je suis porte-parole comme M. Chenu. Vous avez ressenti apparemment la même chose, donc on est cohérent. Pourquoi est-ce que, d'abord, on n'a jamais signé de chèque en blanc, M. Barnier, en disant ad vitam aeternam, tu seras absolument jamais. Personne n'a dit ça. On lui a dit, écoutez, on veut de la stabilité dans notre pays. Il n'y aura pas de dissolution avant l'année prochaine. On veut vous donner votre chance. On veut que la France se relève. On ne veut pas un blocage. On ne veut pas que la France stagne. Mais on va vous fixer des lignes rouges. Pourquoi? Parce qu'on est le premier parti du pays, parce qu'on est le premier groupe à l'Assemblée nationale et qu'on a la légitimité de vous transmettre notre contre-budget, de vous transmettre notre programme, nos idées, notre cap. Ils n'ont rien écouté, absolument rien. Donc ceux qui se dirigent vers le chaos, c'est le gouvernement, c'est pas nous. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. On va revenir, puisqu'on a commencé le débat sur les propos sur le réquisitoire du procureur contre Marine Le Pen. On va en parler dans un instant. Virginie, un petit mot. Oui, vous, votre coup de gueule. Moi, mon coup de gueule, franchement, il est récurrent, mais là, je trouve que ça commence à bien faire. C'est l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ce gouvernement et de ce Premier ministre. Il passe son temps à distiller des petites phrases, soi-disant, en privé, en off, qui sont toutes extrêmement dénigrantes. Et je cite la dernière, à propos des membres du gouvernement, les types ont gagné au loto et veulent braquer la Française des Jeux. Pardon, mais dans ce gouvernement, d'abord, il est composé pour moitié de ses troupes, de l'ancienne majorité, et puis Emmanuel Macron ferait mieux de se poser la question qu'il n'a pas l'air de se poser, c'est qui est responsable de cette situation extrêmement complexe dans laquelle se retrouve finalement l'ensemble de la classe politique et dans lequel tout le monde doit essayer de trouver une solution. Je sais pas, ce ressentiment, cette aigreur, cette façon d'être mauvais joueur, je trouve ça extrêmement irritant de la part d'un président qui a dissous sur un coup de je sais pas quoi, de colère, de rage, de vanité, d'ego blessé, j'en sais rien, mais et qui a mis 2 mois à trouver un Premier ministre qui a eu 15 jours pour préparer le budget et qui depuis ne cesse de distiller quelque chose, une petite musique extrêmement déstabilisante. Alors oui, la succession d'Emmanuel Macron est ouverte, oui, le congrès Renaissance qui va décider de celui qui va prendre la tête a lieu, je crois, dans 2 jours ou 3 jours, tout ça est vrai, mais quand on a fait 2 mandats, on ne peut plus se représenter, et quand on a mis le pays dans une situation aussi instable, je trouve qu'on ferait mieux d'être un peu silencieux. Ouais. Le président devient pathétique, pardonnez-moi. Il faut bien qu'il distille des petites phrases. Il s'ennuie à l'Élysée, si vous voulez. Il s'ennuie, il a plus le pouvoir. Alors, il reçoit des présidents, en veux-tu, en voilà, à l'Élysée. Vous voyez, l'Élysée, c'est devenu une sorte d'hôtel. Macron est un hôtelier, vous voyez. On est passé de Jupiter à Mercure, vous voyez, les hôtels Mercure. Vous voyez, non, mais il n'existe plus, le président de la République. Vous avez vu cette petite phrase sur le conflit ukrainien où il dit « Je n'exclus pas de parler à Vladimir Poutine ». Mais attendez, peut-être que Vladimir Poutine exclut de lui parler, si vous voulez. Non, mais il y a une espèce de... Voilà, Jupiter est devenu Mercure. Vous voyez, c'est la marque d'hôtel bien connue, Mercure. Vous voyez, Jupiter est devenu Mercure. Voilà. Les hôtels Mercure, je ne sais pas si c'est la référence, mais en tout cas, en tout cas, ça parle. On a fait le tour. Voilà, on a fait tous vos coups de cœur et vos coups de gueule. Parlons, puisque vous vouliez parler qu'on a un porte-parole du Rassemblement national, de Marine Le Pen et de sa déclaration. J'ai 3 procureurs là sur le plateau, je crois. Je crois que j'ai 3 procureurs. C'est pas la peine vous avez d'employer peut-être ces 2 mots-là. procureurs, mais un journaliste objectif. Ça ne nous fait pas peur. C'est des contradictions, mais ça n'en fait pas... Non, on évoquait pour tout dire à nos auditeurs, pendant le journal, cette petite phrase du procureur, d'un des procureurs qui disait je pourrais plaider la relaxe concernant... C'est pas un procureur ? Je crois que c'est la juge. Non, c'est la procureure. C'est la procureure qui, évoquant l'un des prévenus, disait je pourrais demander la relaxe, mais ça me ferait trop mal. Nicolas, vous disiez que c'était pas grave, vous. Non, je dis d'abord que c'est incroyable que dans ce réquisitoire qui a duré de longues minutes et qui, de manière très détaillée, décrit, je reprends les mots de la procureure, un système mis en place par le Rassemblement national de détournement de fonds publics pour plusieurs millions d'euros. La seule chose que certains ont retenu, c'est cette petite phrase à l'occasion d'un dossier, d'un prévenu. Maladroite certainement, mais ce qu'on appelle un propos d'audience, certainement maladroit, mais c'est la seule chose qu'on retient. Donc moi je veux bien qu'on regarde le doigt plutôt que la lune. Moi ce qui m'intéresse, c'est la lune. La lune, c'est quand même dans ce réquisitoire la description d'un système de financement de partis politiques à partir de fonds publics. Qui a duré 12 ans. Qui, s'il est avéré, parce que pour l'instant le jugement n'a pas été prononcé et il ne serait pas définitif, serait quand même particulièrement scandaleux quand on sait qu'il y a eu des précédents et que le Rassemblement national, si c'était avéré, ne pouvait pas dire écoutez, nous, on a essuyé les plâtres, on ne savait pas. Non, si ce qui est présenté par le procureur est avéré, c'est un scandale politique majeur, c'est même un scandale d'État qui concerne l'un des premiers partis de France. Mais vous ne pouvez pas dire que la phrase du procureur est anecdotique. Non, mais si on retient... Quand on est dans la défense, quand on écoute ce que disent les avocats... qui dénonce un procès à charge, c'est-à-dire que... Ce que je dis, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est que cette petite phrase pourrait servir à insinuer que la justice ne serait pas partiale dans ce procès. Et que je trouve un peu étrange que médiatiquement, on fasse le procès des juges
Et le procès de la justice, plutôt que de faire celui du parti qui est aujourd'hui dans le box des accusés. C'est pas ou, c'est-à-dire qu'on peut, constater. Non, mais on peut constater une chose, mais on peut dire que la réquisition qui est d'empêcher Marine Le Pen de se représenter et donc de ne pas pouvoir faire appel tout de suite est une sanction, en tout cas, qui peut interroger. Et puis cette petite phrase peut interroger aussi. C'est l'exécution provisoire. J'ai entendu ce parti. C'est pas tellement les. J'ai beaucoup entendu ce parti nous expliquer que l'exécution provisoire n'était pas suffisamment prononcée dans ce pays sur un certain nombre de peines. Et que la justice était laxiste et lente, et que seul le Front National n'avait jamais détourné d'argent public. Je vais laisser les experts diviser sur c'est grave, c'est pas grave. Pour moi, c'est grave que pendant une procédure, on entende la procureure dire j'ai rien contre vous, monsieur Truc, mais je vais pas vous relaxer parce que ça me ferait mal. Ça me ferait mal, ça veut dire par rapport à mon idéologie politique, ça me ferait mal. Bon, mais je vais pas épiloguer là-dessus. Je vais épiloguer sur un sujet qui devrait tous nous faire réfléchir. C'est que si Marine Le Pen est empêchée de se présenter à l'élection présidentielle, elle qui représente 12 à 13 millions de voix, bon, très bien, se posera, à mon sens, quel que soit l'élu, avec un E, ça peut être aussi une femme en dehors de Marine Le Pen, ou élu sans E, se posera la question de la légitimité de celui qui sera élu. Se posera la question de la légitimité. Parce que, je vais vous dire, elle a donné une interview marrante au JDD que j'ai lu ce week-end, et elle cite un leader africain, alors on va pas donner le nom qui la soutient, et qui dit, il y a plein de pays où finalement les gens n'ont pas le droit de voter, et maintenant il y a une catégorie de pays dans lesquels on interdit à des gens de se présenter. Eh bien, c'est comme ça. Mais attendez, je vais vous dire, mais ne riez pas, Nicolas. Ne riez pas, parce que l'effet induit de ce qui risque de se passer si les réquisitions, bah si, il y a plein de pays. Vérité, hein. Mais bien sûr. Mais attendez, si les réquisitions sont confirmées, la question centrale, c'est la légitimité de celui qui sera élu. C'est la question de savoir comment vont réagir politiquement les gens. Vous savez, vous avez parlé de l'inflation tout à l'heure comme carburant. Nicolas, vous avez parlé du carburant inflationniste pour expliquer, à mon avis, maladroitement l'élection de Donald Trump face à Kamala Harris, qui a été nulle. Kamala Harris a été nulle. Trump a parlé de la nation, Kamala Harris a parlé des communautés. Bon, mais vous savez, il n'y a pas que là-dessus. Trump, il apparaît comme quoi? C'est un milliardaire qui incarne le vote populaire. Ça devrait vous interroger. Mais si c'est pas Marine Le Pen, ce sera quelqu'un d'autre du Rassemblement National. Je termine ma démonstration. Le multi-condamné Trump, vous avez vu ce que ça a permis comme carburant? Il a le vote populaire, il a le Sénat, il a la Chambre des représentants, il a évidemment la Cour suprême, et il n'y a jamais eu un républicain qui a eu un tel vote populaire. Donc vous devriez vous dire, vous qui êtes un homme de gauche, mais est-ce que finalement empêcher Marine Le Pen de se présenter, c'est pas assurer à Bardella ou un autre 2 millions de voix de plus? 2 millions de voix de plus. Mais voilà. Andrea. Non, mais alors, vous allez répondre après la pub, parce que je vois qu'on me fait des signes. J'étais un peu long, pardon, je parle plus jusqu'à la fin. Allez, Andrea, vous allez répondre dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous parlions du procès de Marine Le Pen. Andrea Cotarac, donc vous êtes porte-parole du RN. La parole est à la défense. Voilà, donc cette petite phrase Virginie Huguet, pas de procès d'intention. Je vous écoute. Donc Marine Le Pen, vous laissez parler ou pas? Marine Le Pen estime qu'on réclame sa mort politique. Donc on rappelle effectivement, comme vous le disiez Nicolas, que le jugement n'a toujours pas été rendu, qu'il y a 3 semaines de défense, d'écoute. Jusqu'au 27 novembre. Ouais. C'est ça, vous avez raison de dire la parole est à la défense, puisque là on a entendu le parquet, donc l'accusation. Dès aujourd'hui commence 15 jours de plaidoirie en défense pour expliquer au juge que ces accusations n'ont ni queue ni tête. Pourquoi est-ce que l'on dit que il y a un fond de politisation? Non pas qu'on veut remettre la séparation des pouvoirs en cause, bien évidemment que non, mais la procédure est politisée de A à Z. C'est M. Schulz, patron des socialistes au Parlement européen. Vous savez, les socialistes européens, ceux qui se sont fait choper avec des valises pleines de billets de la part du Qatar. Ce patron-là des socialistes a saisi Mme Taubira, ministre socialiste, qui a saisi le parquet, ce même parquet qui fait ces réquisitions-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de politisation? Parce que Éric Revel a raison. Si vous enlevez Marine Le Pen de la présidentielle, mais celui qui sera élu n'aura pas de légitimité, ou en tout cas on pourra se poser la question.
Monsieur Revel parle de l'Afrique. Certes, vous parlez de Trump, mais c'est partout sur la planète. Non, je ne vais pas parler de Trump, moi. C'est partout sur la planète. Vous pourrez parler du Brésil, par exemple. N'y avait-il pas de procédure judiciaire entre Bolsonaro et Lula? Bien sûr que si. Donc vous voyez que ce n'est pas particulier au RN ou je ne sais quoi. Moi, je vous dis une chose, c'est que... Les accusations ne sont pas les mêmes d'un part et d'autre. Effectivement, j'étais particulièrement choqué. Ce n'est pas anecdotique que d'entendre un procureur qui a le devoir d'impartialité expliquer qu'à un individu qui était dans la procédure, un assistant de M. Jalk, il n'y a pas de preuve, je n'ai pas d'éléments, mais ça me ferait quand même mal, ce sont ces termes, ça me ferait quand même mal de vous relaxer, c'est-à-dire de vous blanchir. On ne peut pas le tolérer. Ce n'est pas anecdotique, madame, messieurs, d'avoir une exécution provisoire. On a en droit, notamment dans la philosophie de Beccaria, un appel suspensif. Donc, vous pouvez être condamné en première instance, vous faites appel, ça suspend effectivement la condamnation. Là, pour Marine Le Pen, pour la première opposante à Emmanuel Macron dans le pays, pour celle qui a recueilli 13 millions de voix la dernière fois, 42%, celle dont les sondages expliquent qu'elle pourrait gagner en 2027, on lui explique que non. Pour elle, par contre, ce sera exécution provisoire, c'est-à-dire directement, elle ne pourra pas être éligible. J'ajoute que c'est pas la loi. La loi ne donne pas une obligation d'inéligibilité, c'est faux. Si. Non, c'est faux. Pardon, c'est faux. Vous pouvez pas dire ça. C'est faux. Alors, pour le coup, c'est complètement faux. C'est automatique. L'éligibilité est automatique. Ce qui n'est pas automatique, c'est l'exécution provisoire. C'est faux, exactement. C'est l'exécution provisoire. Oui, mais l'éligibilité, elle est automatique. Et vous êtes pour les peines automatiques au Rassemblement national. Ne dites pas de choses fausses. L'éligibilité est automatique. Ce qui n'est pas automatique. Oui, mais ne dites pas de choses fausses. L'exécution provisoire a été donc plaidé par le parquet, qui n'est pas indépendant dans notre pays du pouvoir politique, ce n'est pas cette affaire, mais c'est en général. Ils ont plaidé ça parce qu'il explique qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, n'importe quoi, et que la personne de Marine Le Pen nécessite une exécution provisoire. Donc effectivement, Marine a raison, c'est une exécution politique, c'est un assassinat politique, puisque ils ont plaidé, ils ont défendu une exécution donc provisoire qui ne permettrait pas à Marine Le Pen d'être candidate en 2027. Si ça c'est anecdotique, écoutez, on remballe et puis Macron n'a même plus besoin d'élection d'ailleurs. Ce qui n'est pas anecdotique, Monsieur Cotarac, c'est la manière dont vous mettez une cible sur le dos des juges. C'est pas vrai. Et pardon de vous le dire, quand vous parlez d'assassinat politique par un procureur, vous mettez en cause les institutions de la démocratie. Parce que si nous n'avons plus confiance, dans notre magistrature et dans les magistrats qui rendent la justice au nom du peuple français... Le mur des cons ? Non mais attendez, que les magistrats... Les appels à voter contre le RN, non mais par syndicat de la magistrature, on va se calmer tout de suite. Les D'accord. magistrats sont syndiqués, oui. Les policiers aussi, ça vous choque que les policiers soient syndiqués, oui ou non? Dites-moi. Est-ce que ça vous choque que les policiers soient syndiqués? Continuez, je vais vous répondre de A à Z parce que c'est pas que les magistrats le début de votre propos. Le mur des cons, ça vous a pas choqué? Écoutez, c'est de l'activité syndicale, ils ont été condamnés pour ça. Je vais vous dire, ils ont été condamnés pour ça. Non, mais attendez, ça va alors. Ne me répondez pas juge rouge à chaque fois qu'on parle de magistrature. Vous savez en quoi vous êtes devenu un parti comme les autres? C'est que vous répondez aux mêmes faits avec les mêmes éléments de langage que le RPR, que le PS aux plus grandes époques de leurs affaires. Vous vous souvenez qu'une partie de l'électorat est venue vers le Front National pour l'immigration, mais aussi par rapport aux affaires qui émaillaient le monde politique. Vous vous souvenez de tête contre main propre, et vous êtes en train de reprendre exactement les mêmes éléments de langage. Vous parliez, et je finis juste sur la légitimité. Non, attendez. Laissez-le parler déjà. Je finis sur la légitimité. Vous nous dites, oui, tout ça, ça va rendre illégitimes les prochains candidats. Pardon, quand M. Juppé a été condamné avec une peine d'éligibilité, M. Sarkozy n'a pas été légitime. Quand François Fillon a été empêché, puis ensuite lourdement condamné pour des faits à peu près similaires, mais beaucoup moins systémiques que les vôtres, ça n'a pas non plus rendu illégitime Monsieur Macron. Donc, il faut arrêter que vous nous racontiez des sornettes. Non, vous êtes un parti qui est en train de mettre pris la main dans le pot de confiture et vous d'éviter les mêmes éléments de langage que vos prédécesseurs 20 ans, 30 ans avant. Mais la loi est là pour ça. Et oui. Et c'est la loi, effectivement, mais il y a une interprétation. Ah mais là, il n'y a pas d'interprétation. Si vous êtes jugé coupable de détournement de fonds publics, automatiquement la loi vous assigne une peine d'inéligibilité. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Français. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi. Et l'exécution provisoire, c'est autre chose. Merci, j'aimerais bien vous exprimer là-dessus. Je vais vous dire, parce que l'assassinat politique, c'est là-dessus. Mais je vais vous dire sur le fond. Vous en parlez pas. Je vais vous dire, moi je suis pour qu'on applique la loi, mais la loi, c'est pas moi qui l'a fait. En revanche, vous êtes dans un parti politique. On pourrait très bien avoir un débat sur le fait d'avoir des peines d'inéligibilité. Moi, je pense que ce débat devrait être ouvert. Et ben on le fait là. Mais aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, la loi, elle s'applique et la loi, vous la connaissiez. Et ça fait des années que vous la connaissiez. Franchement. Alors, Andrea Cotarac, vous vous trompez. D'abord, moi, j'ai pas dit un mot. Je termine, je réponds simplement. Oui, mais vous dites tout le temps la même chose. Non, je vais vous dire d'autres choses alors. D'abord,
J'ai entendu énormément de sornettes. Pas forcément les vôtres, mais je vais venir sur les vôtres. J'ai entendu des avocats sur des chaînes de télévision nous expliquer que Marine Le Pen avait détourné de l'argent qu'elle avait distribué à des fidèles ou à sa famille. C'est complètement faux. Oui, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Non, mais il y a un détournement d'argent public. La première phrase, le début de la phrase est exact. Quand vous parlez du PS, le PS, par exemple, M. Cambadélis a été condamné à de l'inéligibilité pour enrichissement personnel. Là, le sujet, c'est pas détournement ou pas. Le sujet, c'est... Si c'est détournement. Les emplois ne sont pas fictifs. Mais ça enrichit bien quelqu'un, ce écoutez, détournement. Le parquet nous a expliqué, une personne morale. Le parquet nous a expliqué qu'il n'y avait aucun emploi fictif. Tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé. La question, c'est l'interprétation. Mais pas au Parlement européen. Eh ben, je vais vous dire. Il y a deux choses, parce qu'on va rentrer sur le sujet. Il y a deux analyses et deux interprétations. Moi, j'étais assistant au Parlement européen, assistant à l'Assemblée nationale. Il y a deux visions de l'assistant parlementaire. La première, c'est celle de l'Union européenne. Vous faites un contrat entre vous, l'assistant, votre député et le Parlement européen. Le Parlement européen vous considère comme un salarié de l'Union européenne. Vous devez être au Parlement européen. La vision française, c'est un contrat entre vous et le député. Cette vision n'a pas prévalu. Eh ben, pour le parquet, oui. Maintenant, on passe à la défense. Vous êtes gentil. Il n'y a pas vision, il y a du droit. Ensuite, vous me parlez de justice sévère. Vous me parlez de justice sévère, de peine automatique. Pardon, oui, on veut une justice plus sévère pour des coupables. Marine Le Pen n'est pas coupable. Marine Le Pen est innocente. Le procureur, c'est l'accusation, monsieur. Mais en février, c'est sous autorité du ministère de la Justice, du pouvoir politique. Là, on a 15 jours de défense. Et par ailleurs, sur la fin, puisque vous n'en avez pas parlé, qui est juste le cœur du sujet, c'est l'exécution provisoire. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen a un traitement différent des autres ? Pourquoi est-ce que pour elle, eh bien, elle ne devrait pas avoir un appel suspensif? Pourquoi est-ce que pour elle, elle n'a pas droit au recours? Pourquoi est-ce que M. Mélenchon dit la même chose? Pourquoi est-ce que M. Ramos dit la même chose? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas attaqué M. Ramos, par exemple, membre du MoDem? Il a expliqué que, je cite, ce que nous on ne dit pas, il a dit les procureurs ne comprennent rien à la vie politique. Marine Le Pen doit concourir en 2027. Mélenchon dit la même chose. Monsieur Darmanin dit la même chose. Toute la classe politique dit la même chose, sauf vous apparemment. Mais parce que peut-être que vous faites partie d'un même système, monsieur. Vous êtes rentré dans le système. Bravo. Bienvenue au club. Nous ne sommes pas condamnés. Je vous le répète. Nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes attaqués par le Parlement européen, dont nous sommes ennemis et dont le Parti socialiste a mené cette procédure. De deux choses l'une. Soit vous n'êtes pas condamné et à ce moment-là, ne vous exprimez pas comme si vous l'étiez, parce que toute votre argumentation consiste à dire c'est scandaleux, il est scandaleux. Oui, je vous rappelle que ce ne sont que les réquisitoires et que vous auriez pu. Est-ce qu'on peut parler ou ici à que vous parlez ici? Est-ce que vous auriez pu peut-être simplement rappeler que c'était des réquisitoires, que la défense va parler pendant 15 jours et qu'on verra à l'issue? Et vous pourriez être un peu prudent en attendant, au lieu de dire tout de suite Marine Le Pen. Non, ça a duré 12 ans et le préjudice est estimé, pardonnez-moi, laissez-moi finir, le préjudice est estimé à 4,5 millions de détournement d'argent public. Vous pouvez raconter les choses comme vous voulez. Vous pouvez sortir une phrase qui, certes, est extrêmement regrettable et déplorable tout au long d'un procès qui, je le rappelle aussi, se prépare depuis 9 ans. Marine Le Pen a utilisé toutes les voies de recours possibles pour retarder le moment. Le moment arrive, le procès a lieu, il y a 25 prévenus. Vous croyez que c'est quoi? Rien tout ça? Et que il suffit de dire elle est innocente? Non, elle est reconnue pour l'instant par les réquisitions coupable de détournement d'argent public. Et j'en terminerai en disant que Marine Le Pen a dénoncé pendant des années tous ces moches, vilains partis politiques qui eux-mêmes se confondaient en actes totalement répréhensibles, alors que seul le Front National ne le faisait pas. Et ben voilà, le Front National le fait. Bah non, on le fait pas puisqu'on n'est pas condamné. Je vais vous dire deux choses, madame. Non, excusez-moi. Vous dites, vous avez enfreigné les règles sur 12 ans, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai, puisque sur 12 ans. Non, puisque la procédure a allongé la durée soi-disant du détournement, ce qui n'était pas le cas au départ. Et deuxièmement, c'est le Parlement européen qui, des années plus tard, ont établi de nouvelles règles qui n'existaient pas avant et que tous les partis politiques utilisaient, en tout cas, agissaient de la sorte. Mais je vous rappelle que le modèle François Bayrou a été relaxé au bénéfice du doute, mais tous les autres ont été condamnés, ça vous ne le dites pas. On marque une pause et on va changer de sujet, on va parler du Mercosur dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. J'avais envie de vous lire un petit tweet de notre confrère Guillaume Durand qui dit plus de majorité, consensus sur rien, il suffit de voir le budget, dépenses de santé qui explosent, dette en l'air, Macron ailleurs, guerre aux portes, Barnier secoué, Le Pen accusé, son parti plus un sous, Mélenchon contesté, climat social tendu, chacun pour soi et la France. Et je trouve que c'est vraiment le chacun pour soi. Voilà, je trouvais ce tweet intéressant. Parlons un peu quand même du Mercosur et on parlera des tickets restaurants. Pardonnez-moi, je ne vais pas caractériser, mais les seuls partis qui parlent de la nation et de la France, c'est pas justement des partis de gauche ou d'extrême gauche. Hein. Non.
c'est vrai. Ah bah oui. Et dans les sondages, c'est le RN qui répond le mieux aux besoins des Français. Bon, alors ça, c'est vous qui le dites, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la gauche s'est gourée historiquement en parlant pas de sécurité, en parlant pas d'immigration et en parlant pas de nation. Mais on peut parler de la France autrement qu'en parlant d'immigration et de sécurité, non? Oui, mais attendez. L'immigration n'est pas le sujet. Je sais pas si vous préférez le rugby ou le football, mais moi j'étais estomaqué parce que j'ai vu au Stade de France, si vous voulez, les gamins qui chantent la Marseillaise, tous les joueurs de rugby qui chantent la Marseillaise qui est reprise par 80 000 personnes, c'est du symbole. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une soif de nation et de racines. Qu'est-ce qui vous manque tellement? Qu'est-ce qui me manque? Qu'on se mette au garde à vous devant les drapeaux, c'est ça qui vous manque? Vous serez plus heureux après? Non, mais ce qui me manque, vous croyez que ça va résoudre les problèmes des Français de chanter la Marseillaise au garde à vous? La politique, vous le savez mieux que moi, c'est des symboles, c'est tout ça. Les Français sont perdus, les Français sont satellisés, les Français ont plus de pouvoir d'achat. Donc, les Français, ils ont besoin. Regardez la façon des Français, vous savez rien. Moi, je suis un Français. Moi, je suis un Français. Moi aussi. Moi, j'ai grandi en cité HLM, mon cher Nicolas. C'est très bien. Non, c'est ni très bien ni pas bien, mais qu'on me fasse pas le coup de espèce de bourge. Qu'est-ce que ça vient justifier? Mais ce que ça change, je vais vous dire, c'est qu'on a besoin. Si vous voulez faire, vous aimez bien ce truc-là, faire nation, vous savez, les mots que la bouche emploie. C'est important, la nation. Mais voilà. Et bien, si vous voulez, quand il n'y a plus de fric dans les caisses, quand il n'y a plus de ceci, cela, parler aux Français d'où ils viennent et de leurs racines. Ça sera déjà un sujet de rassemblement. Lesquelles leurs racines? Mais leur histoire. Mais leur histoire. D'accord. Leur histoire. Très bien. Donc pour l'éducation. Mais pas l'espèce de bouillie qu'on enseigne. Mais bien sûr. D'accord. De toute façon, la gauche ne parle plus de nation. Que les profs rouges enseignent. Écoutez, puis les profs, ils ont la trouille maintenant. La gauche ne parle plus de nation depuis longtemps. Ce débat n'a pas de sens. On peut parler du Mercosur avec Emmanuel Macron qui hier ça nous renvoie à la nation. Sur le, j'allais dire sur le périph' qui était au pied de l'avion et qui a déclaré: nous allons continuer de nous opposer. Sauf que qu'est-ce que peut Macron contre cet accord, et que cet accord il n'est pas si simple que ça à comprendre non plus. Donc cet accord serait défavorable pour nos agriculteurs, favoriserait l'importation de produits qui utilisent des produits phytosanitaires qui sont interdits en France. Je ne sais pas si les Français comprennent, et moi y compris, exactement les enjeux de ce. Eric, peut-être que vous qui êtes au fait de l'économie, non mais on va essayer d'être le plus objectif possible. On va essayer d'être le plus objectif possible sur ce dossier. Quel est l'intérêt de cet accord? Vous avez des secteurs agricoles qui seront favorisés par la signature du Mercosur. Et puis vous avez d'autres secteurs, mais qui nous concernent beaucoup, parce que là on parle d'importation de poulet, de viande, de céréales, dont les pays qui vont exporter ces produits, en fait, c'est même pas ça. C'est qu'il y a des pesticides qui sont interdits, les écolos devraient se mobiliser sur le sujet, qui sont interdits depuis 40 ans en France, et qui sont utilisés par des éleveurs brésiliens ou par des céréaliers, etc. Donc, vous avez à juste titre, je pense, des agriculteurs qui en plus constatent que toutes les promesses qui ont été faites par Macron depuis le salon de l'agriculture, un petit peu chahutées, ont été tenues au 1/3, si vous voulez, au 1/3. Vous savez, c'est l'époque où Attal, sa botte de foin, son truc, et dit: je suis un agriculteur, vous voyez, je suis agriculteur. Ich bin ein Berliner, vous voyez, enfin c'est du Kennedy sur une botte de paille. Bon. Donc les agriculteurs se sentent floués, ils ont raison de monter au créneau en disant c'est une question de souveraineté alimentaire, on en parlait beaucoup au moment de la crise Covid, et puis c'est une question de pesticides et de santé publique. Bon. Et je termine en disant qu'il ne faut pas oublier quand même, parce que je ne suis pas totalement dupe, qu'il y a des élections syndicales importantes au mois de février pour les chambres d'agriculture, et qu'évidemment la FNSEA, qui est toujours l'interlocuteur souhaité quel que soit le pouvoir, est en train de voir des syndicats comme la coordination rurale ou comme, alors le MODEF n'existe plus, mais j'ai encore oublié la Confédération paysanne à gauche, qui évidemment essaye de challenger. Il y a aussi ça quand même, en arrière-plan. Mais Nicolas, Mercosur, une bonne chose ou pas une bonne chose? Mais le problème, c'est qu'on a nécessairement un débat tronqué en France, puisqu'on a un débat nécessairement politicien. L'agriculture et les agriculteurs sont des gens auxquels les Français tiennent énormément. Il y a un aspect culturel, sentimental extrêmement proche de l'agriculture. Donc dès que les agriculteurs bougent, les Français bougent, et donc les hommes politiques bougent. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le Mercosur, c'est pas qu'un accord agricole. C'est un accord sur tous les secteurs de l'industrie et de l'économie. C'est ça, c'est qu'en échange, il va y avoir des accords sur les voitures. Sur les voitures, ce qu'on ne dit pas, notamment. Ce qu'on ne dit pas, c'est française. Pas forcément française, mais y compris française, ce qui explique aussi quand même un peu la surprise de cette période sur le tarmac, parce que M. Macron a attendu finalement l'Argentine pour se positionner contre
ses partenaires européens, alors que pendant des années, la France a poussé aux négociations. La France de M. Macron a poussé aux négociations sur le Mercosur. Il avait désamorcé Nicolas au moment du salon de l'agriculture, quand même. Oui, peut-être sous la pression. Que les négociations il y a des enjeux majeurs avec le Mercosur. Par exemple, l'approvisionnement en lithium. Le fait que le Mercosur privilégierait l'Union européenne pour exporter du lithium. C'est, dans la guerre vis-à-vis des Chinois, guerre économique vis-à-vis des Chinois et de l'Amérique de Trump, un sujet majeur, stratégique majeur. Donc, moi, ce que je vais vous dire, ce traité, depuis le départ, je trouve qu'il est anachronique. Je trouve qu'on continuait dans le monde d'après, à faire venir des marchandises par cargo, alors qu'on a des bœufs, on a des veaux, on a tout ce qu'il faut en Europe, ça n'a aucun sens. Mais l'Europe continue dans le aucun sens. Il va y avoir un autre secteur qui va se mobiliser dans les semaines prochaines, c'est la SNCF. Les cheminots vont se mobiliser contre quoi? Contre un autre anachronisme, l'ouverture à la concurrence des lignes SNCF. C'est la même histoire. C'est-à-dire qu'on continue, comme dans les années 90, à libéraliser notre économie, à ouvrir nos frontières, à empêcher les entreprises publiques de rendre des services publics, et après, on laisse les Français pleurer. Il y a un moment où il faut que les hommes politiques arrêtent d'être dans la posture politicienne et disent la vérité aux Français. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut plus de voitures électriques? Est-ce qu'on veut continuer à, par exemple, exporter nos centrales nucléaires en Amérique du Sud? Ou est-ce qu'on veut sauver notre agriculture française? Et bouffer la filière alliée. Et bouffer du maïs OGM et des poulets. Et assurer une santé, bien sûr. Mais ce traité n'a aucun sens et la manière dont on en parle n'a aucun sens non plus. Alors, Virginie? Moi, je voulais dire qu'il a d'autant moins de sens que les négociations ont démarré il y a 20 ans et que le monde a énormément changé en 20 ans et que peut-être ce qui était envisageable il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Mais je voudrais aussi souligner l'incroyable hypocrisie de la présidence de la République. Emmanuel Macron, il a l'air de tout d'un coup se saisir d'un dossier dont il ne s'est pas vraiment saisi. Ça fait déjà pas mal de temps que les agriculteurs parlent de ce traité en disant il y a des choses qui ne nous conviennent pas, essayez de nous défendre. Emmanuel Macron, on l'a pas beaucoup entendu. Alors là, le voir tout d'un coup, quand même, je rappelle que sa position à l'international est extrêmement affaiblie. Tout d'un coup, se saisir d'un sujet dont il ne s'est pas vraiment saisi, parce que pourquoi n'a-t-il pas essayé de faire une majorité? Je rappelle que pour s'opposer au traité, il faut 4 États membres et 35% des voix. Que ne l'a-t-il pas fait depuis 7 ans qu'il est au pouvoir? Mais qu'a-t-il fait en fait? Mais et parce là, qu'il a changé d'avis sur le traité, c'est tout. C'est du en même temps en permanence là-dessus aussi. Je ne sais même pas s'il avait un avis ou si simplement il suit le vent, il suit le mouvement. Il croit qu'il va lider une opinion. Moi, ce que je trouve, c'est qu'Emmanuel Macron, il est toujours en arrière de la main sur les vrais sujets et qu'il a fait croire aux agriculteurs qu'il allait empêcher la signature, qui n'est pas du tout empêché. Et que ce qui risque de se passer, c'est que finalement, il y ait ce qu'appellent, je crois, les techniciens de Bruxelles, un splitting. C'est-à-dire qu'on va couper en morceaux le traité et qu'on va faire adopter la partie commerciale à la majorité qualifiée. Et là, il n'y a pas besoin de l'accord ou pas de l'accord de la France. C'est ça, la France. On va se couvrir de ridicule dans cette affaire. Vous savez, parce qu'on ne s'est pas saisi du sujet. De la même manière, on avait signé un accord Eric avec Revel. le Chili qui avait surpris un peu de monde. Vous savez pourquoi on a signé l'accord avec le Chili? Parce que c'est le premier producteur de cuivre et qu'on a besoin de cuivre pour relier les éoliennes, par exemple, offshore, aux centrales qui distribuent le courant. Vous voyez, donc en fait, oui, les agriculteurs ont raison sur le fond, c'est la monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange. On est en train de sacrifier notre agriculture pour d'autres intérêts qui sont importants aussi, mais il faut leur dire, il faut arrêter de les faire marner alors que les agriculteurs se suicident, alors qu'il y en a de plus en plus. Andrea. Moi, il y a une double honte, d'abord sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est que lors des élections européennes, le RN notamment avait expliqué que l'Union européenne voulait mettre à bas le veto des nations. C'est-à-dire qu'on a eu, vous parliez de majorité qualifiée, donc si la France n'est pas d'accord, mais que la majorité des pays de l'Union européenne sont d'accord, eh bien, ça s'imposera à nous et à nos agriculteurs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a donné mandat à la Commission en 1999 pour négocier en notre nom. Donc, M. Attal qui explique sur sa botte de foin, là, le Kennedy dont vous parliez tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, la France a suspendu le Mercosur. Je ferme les guillemets, ce sont les propos de M. Attal. Ils ne pourront pas le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ad vitam aeternam. Ce sont des menteurs. Ils ont menti aux agriculteurs. J'ajoute que M. Macron, il n'y a pas que le Mercosur, il y avait le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'est sous sa présidence de l'Union européenne qu'il a imposé ça à tous les pays de l'Union européenne. C'est sous sa présidence qu'on a signé, c'était fin juin de sa présidence. La filière des ovins va être massacrée par cet accord avec la Nouvelle-Zélande. Et donc finalement, on a un monde, et là je viens sur le fond, où l'Union européenne, finalement, ce sont les pigeons, ce sont ceux qui croient encore à la mondialisation heureuse de M. Attali. Ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. Les Américains se protègent, et encore davantage, j'imagine, avec M. Trump. Les Chinois, vous parlez des voitures électriques, les Chinois produisent 90% des terres rares qui permettent les voitures électriques.
Donc on va imposer il est piqué en Afrique, aux citoyens européens, aux citoyens français et aux habitants de l'Union européenne d'importer des véhicules qui seront produits par les Chinois. Vous avez les États-Unis qui se protègent, vous avez les Indiens. Moi j'ai travaillé au Parlement européen sur le traité de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne. À la fin de la réunion, le représentant de la Commission européenne a dit écoutez, il n'y aura pas d'accord avec l'Inde, vous savez pourquoi ? Parce qu'eux aussi protègent leurs agriculteurs, comme les Américains, comme les Chinois. C'est-à-dire qu'il n'y a que au sein de l'Union européenne que l'agriculture, l'alimentaire, c'est quelque chose d'anecdotique, pour reprendre vos termes tout à l'heure, alors que l'Union européenne... J'en ai pas parlé sur l'agriculture. C'est 42% de traités de libre-échange en vigueur. C'est le record mondial. Nous avons abaissé les frontières. Nous ne protégeons plus ni notre industrie, ni les agriculteurs. Et je pense qu'on va droit dans le mur. Éric, vous avez 1 minute pour nous parler des tickets restaurants. Je renvoie, demain, votre billet ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. En plénière à l'Assemblée nationale, va se poser une question importante, l'air de rien, parce que ça concerne 6 millions quand même de salariés en France. C'est est-ce que les députés vont pérenniser l'idée qu'avec un ticket restaurant, on peut continuer à acheter des produits alimentaires, le déjeuner, dans les supermarchés. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à l'origine, le ticket restaurant, il n'est pas fait pour ça, vous savez. Il est fait pour aller au restaurant. Voilà, et c'est que payer depuis son repas de déjeuner. c'est que depuis 2022 où on peut indifféremment utiliser, voilà. Donc vous avez un vrai bras de fer entre la grande distribution et les restaurateurs, emmené par Thierry Marx, qui à mon sens incarne plus le chef étoilé de la grande restauration que le président efficace qu'il est de l'hôtellerie et de la restauration, et puis la grande distribution qui est en face. Parce qu'au-delà de faire vos courses pour le déjeuner avec un ticket restaurant dans un supermarché, vous comprenez bien aussi que pour les supermarchés c'est intéressant parce que vous pouvez faire votre course globale. Bien sûr. Donc vous achetez votre sandwich avec votre ticket restaurant, puis vous en profitez pour faire vos courses. Donc c'est tout ça qui est... alors peut-être qu'il y aura une sorte de terrain d'entente avec un plafond maximum d'utilisation des tickets restaurants dans la grande distribution et un autre plafond parce que sinon ce qui risque de se passer c'est que le ticket restaurant disparaisse et que 50% du ticket restaurant est payé par l'entreprise. Donc que l'entreprise donne une petite augmentation de salaire sur la fiche de paye en disant ça, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pour votre déjeuner. Voilà. Donc c'est tout ça, mais ça intéresse beaucoup de monde, ça concerne beaucoup de monde. Mais c'est vrai que les modes de consommation ont changé. Et les modes de consommation, vous avez raison. Qu'on ne va plus au restaurant, bien sûr. Qu'on prend des sandwichs bien sûr. Tout ça. Et surtout quand les Français sont très justes pour boucler leur fin de mois, l'aide des tickets restaurants est très importante. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons